je vous propose de démarrer. Benjamin Voisin, vous le savez, le président l'a encore rappelé ce matin dans son discours d'ouverture, les attentes des familles sont immenses par rapport à cette stratégie. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui? Où en sommes-nous? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui n'est pas forcément facile dans ma position puisque donc, je suis un représentant du ministère, donc de l'administration de l'État, et vous n'êtes pas sans connaître les difficultés politiques que nous avons en ce moment et que nous avons eues ces derniers mois. Donc ce que je peux vous dire ne sera pas nécessairement à la hauteur de ce que vous espérez, parce que je ne peux pas tout vous révéler, parce qu'il y a des arbitrages qui sont encore en cours, des arbitrages qui sont susceptibles de changer, puisque voilà, Monsieur Gage arrive à la tribune. Nous venons de démarrer. et donc on aura besoin de voter une loi de financement de la sécurité sociale, etc. etc. Donc ce que je peux vous dire en premier lieu, c'est qu'il y a le projet de faire une stratégie nationale pour les maladies neurodégénératives fait l'objet d'un très fort consensus et est porté. C'est quelque chose qui va arriver. La préparation est longue et difficile. Vous le savez, les travaux ont été lancés il y a maintenant plus d'un an, donc c'est long. Il y a un certain nombre de concertations qui ont eu lieu. Je remercie d'ailleurs tout spécialement l'apport qu'ont eu les personnalités qualifiées, et notamment Maria Soto, pour nous accompagner dans ce long travail donc d'écoute, de compulsage de différents rapports, de travail interadministratif avec... donc moi je suis de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, donc qui s'occupe plutôt du médico-social. Évidemment c'est un travail entre les directions, entre les ministères, avec la Direction Générale de l'Offre de Soins, avec la Direction Générale de la Santé ou encore avec la Direction Générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ce que je peux vous dire déjà à ce stade, c'est qu'il y aura une stratégie nationale dans des contours qui resteront à affiner dans les prochains mois. Et ce que je peux vous dire, c'est les principes autour desquels on a travaillé. Déjà, on a travaillé sur le fait donc je vais plutôt évoquer les questions. Enfin, on est bien sur une stratégie nationale maladie neurodégénérative, donc dans l'acception large que vous connaissez, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, mais aussi la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. On sait que ce sont des maladies qui sont différentes. Elles ont des incidences au moment de la vie, au moment des répercussions qui ne sont pas les mêmes. Mais vous le savez, ça a été un choix important il y a quelques années de les regrouper dans une stratégie unique, notamment pour des finalités de la recherche. On souhaite aujourd'hui continuer dans cette perspective-là. Le deuxième principe très important, c'est que 2030, qui est le moment du choc démographique le plus important, avec l'arrivée des générations du baby-boom, à l'âge où la prévalence s'accroît fortement de ces maladies, spécialement de la maladie d'Alzheimer, c'est demain. Et cette stratégie, elle a vocation à préparer 2030 et donc à monter, notamment en charge, l'ensemble des dispositifs justement de prise en charge de cette maladie. Pour ça, heureusement, on a des points d'appui solides. Des points d'appui qui sont ceux issus des stratégies précédentes. On n'a pas du tout de raison aujourd'hui, dans notre appréciation, de jeter à la poubelle tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a des fondements qui sont solides, les consultations mémoire, les centres experts, etc. Enfin, l'organisation en tant que telle nous semble judicieuse. L'enjeu aujourd'hui, c'est de la faire monter en capacité, parce que et vous le savez mieux que personne, l'accès à un certain nombre de ces dispositifs fait parfois défaut, soit territorialement, soit en général, pour des raisons de calibrage et qui peuvent s'accentuer dans les prochaines années. On a d'autres points d'appui, donc il y a les plans précédents qui sont dans la lignée desquels on va se mettre, et aussi d'autres plans, d'autres stratégies qui ont eu lieu ces derniers temps. Je pense à la stratégie aidant, qui est particulièrement à propos aujourd'hui. Vous venez d'évoquer le sujet du baluchonnage, qui est évidemment un sujet absolument central dans cette stratégie. Ensuite, c'est donc une stratégie pour 2030, et pendant cette période, donc c'est une stratégie prospective, et on sait que pendant cette période, il va y avoir des avancées importantes sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique.
vous le savez mieux que personne, vous suivez ça bien mieux que moi très certainement, sur les biomarqueurs, sur les nouvelles molécules qui vont arriver. Beaucoup d'espoir, beaucoup de questions aussi, et c'est des choses qu'il va falloir travailler ensemble. On n'aura vraisemblablement pas toutes les solutions dans les prochains mois, il va falloir y travailler ensemble sur tout le temps de la stratégie. Et enfin, un enjeu dans le dernier principe qui a guidé nos réflexions, et après je m'arrêterai là, c'est de travailler autour de la qualité de vie. Qualité de vie des personnes, qualité de vie de leurs proches, qualité de vie, quel que soit le lieu de vie, justement, que ce soit à domicile, en institution, que ce soit dans des lieux alternatifs qu'on peut imaginer, autour de l'habitat inclusif notamment, et qualité de vie aussi, quel que soit le moment de la vie où ça arrive, avec une attention particulière aux patients les plus jeunes, qui sont un public auquel on doit faire particulièrement attention. Merci beaucoup, Monsieur Voisin, pour ces premiers éléments de réponse. Maria Soto, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes, je le rappelle, une personnalité qualifiée. Est-ce que cette stratégie, elle est originale et en quoi par rapport à ce qui pouvait exister auparavant? Original, je ne sais pas, mais je voudrais dire quand même et remercier à tous mes collègues, à toutes les personnes qui ont participé déjà, surtout à la dernière feuille de route. Donc d'un côté, c'est une continuité à des choses qui déjà ont été faites, réfléchies et proposées, mais je dirais comme nouveauté, et je crois que c'est pour la première fois qu'on a vu vraiment un projet de stratégie très intégral, où on a vu bien le sanitaire, le médico-social, la recherche, avec la participation de toutes ces directions d'administration centrale, la DGOS, la DGS, la DGCS et la DGRI de recherche et innovation, donc aussi soutenu par les différents ministères à l'époque, en septembre 2023, le 5 septembre ou 9 septembre qui a été annoncé. Donc je crois que ça c'est un point fort de cette future stratégie, où on voit vraiment cette approche intégrale, globale de ces maladies neurodégénératives. Je dirais ça. Ouais. Et j'aimerais aussi remercier à les autres deux personnalités qualifiées. Donc c'est le professeur Florence Pasquier, qui est neurologue, et le docteur Étienne Hirsch, comme volet recherche. Très bien. Et en tant que professionnel de terrain, quelles sont un peu les mesures les plus importantes à vos yeux, même s'il est sans doute difficile d'en extraire quelques-unes? Sous réserve d'arbitrage politique et ministériel, peut-être ce que je peux aborder des points de vue un peu plus pragmatiques, quelques points qui nous touchent à nous tous, sur bien sûr d'abord nos patients et leurs aidants, mais aussi nous en tant que professionnels de terrain. Et encore une fois, c'est issu du travail de concertation, de ce document qui doit être arbitré. Donc sous réserve de tout ça, moi je dirais un point fort, c'est essayer d'apporter de l'expertise au plus près des patients, quel que soit leur lieu de vie, soit domicile, soit EHPAD. Je crois que c'est un point très important, et ça, on a voulu quand même le développer par différentes mesures. Je vous donne quelques exemples. Déjà, d'une façon de renforcer, à niveau sanitaire, le rôle des infirmiers. C'est quelque chose qui est en cours, de discussion avec la DGOS. Il y a 31 heures que j'avais une discussion. Et c'est de renforcer ces centres experts, mais aussi des consultations de territoire, des deuxièmes recours, par ces rôles des infirmières, soit IPA, soit les infirmières de protocole de coopération, qui c'est un très bon sur l'Alzheimer apparenté, et qu'on devrait vraiment le diffuser, le faire connaître. Et ces infirmières vont avoir ces rôles complémentaires aux médecins, déjà dans le diagnostic précoce, parce qu'ils peuvent avoir, ce sont des infirmières formées, ils peuvent avoir un premier filtrage dans ce diagnostic, et avec l'arrivée des immunothérapies, on va devoir effectivement être beaucoup mieux qu'on l'est maintenant. Également sur l'évaluation, la formation des aidants, le suivi, soit en consultation, en téléconsultation, à domicile, et c'est une façon plus facile aussi que le médecin traitant et les familles aient accès direct à l'expertise.
Voilà, il y a plein annonces, consultations post-annonce, diagnostic, et bien sûr le relais et aussi la coordination avec les autres professionnels à domicile. Un deuxième point, c'est les équipes spécialisées Alzheimer, sous réserve encore d'arbitrage, ont monté leur nombre, de les élargir aux autres maladies neurodégénératives. Ce qui me paraissait aussi très intéressant, c'est de si vouloir l'ouvrir à des stades plus sévères. Pas que s'arrêter au mini-mental 18, au stade modéré. Juste que ça, je trouve que ça serait extrêmement bénéfique. Les PASA. Les pôles d'activité de soins adaptés, vous savez, ce sont des dispositifs qui sont au sein des EHPAD, qu'ils accueillent pendant la journée, des patients qui ont des symptômes psychocomportementaux légers à modérés. Donc il y a aussi ce possible projet d'ouverture à domicile, aux patients du domicile. Donc ça double bénéfice pour le patient et aussi pour les aidants. Les accueils de jour aussi, on avait mis en avant que, d'accord pour les accueils de jour, il faudrait aussi leur monter en nombre, mais surtout il y avait le problème d'accès de transport. Combien de fois on proposait l'accueil du jour et le conjoint âgé ou le patient qui habite seul, ou les enfants qui ne peuvent pas les amener, qu'il n'y a pas de transport. Donc ça aussi, c'était de faciliter cet accès aux accueils du jour. Aussi la révision de la grille Agir, donc on a parlé tout à l'heure, effectivement de tenir en compte l'aspect cognitif, psychocomportemental dans cette grille Agir pour le droit aux aides, etc. Donc c'est quelque chose qui va être revisé. Un autre point très important qui a été dit tout à l'heure, c'est question des stratégies, approches, interventions non médicamenteuses. Effectivement, le déremboursement de ces traitements spécifiques pour la maladie d'Alzheimer, une des questions, c'était aussi d'utiliser ce financement pour implémenter, pour promouvoir et sous réserve encore d'arbitrage. L'idée, c'est effectivement d'identifier ces INM, ces interventions non médicamenteuses qui ont fait leurs preuves, comme la musicothérapie. Je vous rappelle que c'est la musicothérapie, l'activité physique adaptée et la formation, surtout la formation des aidants, des professionnels, n'importe quel lieu de travail ou de vie, qui ont cette épreuve scientifique, donc pourquoi pas faire un travail sur la valorisation, la codification et le financement de ces mesures. Sur les plateformes d'accompagnement de repli aussi, il y a une demande de pouvoir monter en nombre. Il y a aussi, que ça me fait tellement plaisir de le dire, c'est la conduite automobile. Donc on a ajouté une mesure, en plus c'est pas cher, parce que ça va pas coûter vraiment, de revoir, on va pas changer l'arrêté parce qu'on ne peut pas le faire, mais effectivement il y a des conversations avec la DSR, la direction de la sécurité routière, pour revoir les recommandations réalisées par les sociétés savantes, dont la Fédération de Centres Mémoire, pour effectivement proposer une évaluation personnalisée à chaque patient pour pouvoir effectivement évaluer dans le bon sens. Soit il doit arrêter, soit il peut encore conduire. Donc c'est quelque chose qu'on tient à le garder et c'est vrai que les discussions avec la DSR sont tout à fait positives dans ce sens-là. Et enfin, c'est mon dernier point, on peut dire que c'est presque une mesure qui a été bien arbitrée, même si on n'a pas la réponse finale, mais dans le volet recherche. Le volet recherche, avec la DGRI et tous ceux qui ont participé à ces ateliers recherche, la mesure que nous avons vraiment mise en avance avec beaucoup d'ambition, c'était de demander une PEPR, donc c'est un programme d'équipement et de recherche, un PEPR MND. Donc ça c'était dans le document de la concertation de la stratégie. Ensuite, en janvier 2024, tous ces changements politiques. Parallèlement, l'Agence nationale pour la recherche en santé a fait un appel à projet de PEPR. Il y a eu 13 thématiques. Parmi ces 13, on a beaucoup travaillé printemps avant l'été pour présenter un PEPR, un projet, une lettre d'intention MND. Figurez-vous il a été sélectionné. Parmi ces 13, on a été sélectionné 3 PEPR. Le PEPR MND a été en première position et on vient de finaliser le gros projet et en espérant qu'effectivement il va être accepté par l'agence
Et bien sûr, un arbitrage ministériel avec un dot de 25 millions d'euros. L'idée, c'est de faire un catalogue de toutes les bases de données et cohortes de patients participants qui ont un stade de présymptomatique ou prodromal de maladie neurodégénérative. C'est là où les interventions pharmaco et non pharmacologiques sont efficaces. C'est là où on peut étudier la physiopathologie et à partir de ça, trouver des nouveaux biomarqueurs pour trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc c'est un gros projet qui est finalisé d'écrit en espérant qu'on aura une réponse très positive avant la fin de l'année. Merci, merci beaucoup, professeur Soto. Jérôme Guedj, je me tourne vers vous. Alors, j'ai commencé en parlant de la stratégie nationale maladie neurodégénérative par rappeler que c'était une attente très forte des familles. Elle a été lancée il y a plus d'1 an. On voit que les directions d'administration centrale sont au travail, que tout le monde travaille et malheureusement, on n'obtient pas grand-chose et on n'a même pas de PLFSS. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de partager donc avec notre public aujourd'hui? C'est compliqué. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à France Alzheimer pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'abord de retrouver Joël Jaouen, toujours malicieux. Je dis malicieux parce que en invitant un député de l'opposition à parler d'une stratégie nationale, il sature un peu les contraintes. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, et ça nous concerne tous au regard de la démocratie sanitaire, et c'est pas propre à la stratégie nationale des maladies neurodégénératives, mais le parlementaire que je suis, en réalité, comme tous les autres, il n'a quasiment jamais à connaître de la construction, de la coproduction, de l'élaboration et de l'adoption de ces éléments de stratégie de santé. Ça peut apparaître très paradoxal, mais on ne débat quasiment jamais de politique de santé ou de politique médico-sociale à l'Assemblée nationale, hormis par le seul prisme étroit et très problématique qui est celui du financement de ces mesures, le fameux PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dit autrement, c'est un problème qui devrait tous, comme citoyens, élus, bénévoles, familles engagées, poser question. Mais ça, c'est propre à la gouvernance de notre politique de santé. La démocratie sanitaire, elle s'arrête aux frontières du Parlement. Et même dans l'évaluation de ces plans santé, de ces stratégies, le parlementaire, c'est-à-dire vous, en réalité, sont très peu impliqués. Ce qui m'amène à dire, j'y reviendrai pas, qu'il faut qu'on puisse aborder ces sujets autrement que par un PLFSS. Et c'est une demande qui est d'ailleurs très transpartisane, parce qu'on considère que aborder les questions de santé par le seul prisme de leur financement déforme la manière de les aborder dans un contexte de ressources contraintes. On est plusieurs, de toute sensibilité, à considérer aujourd'hui que le modèle du PLFSS, pardon, tout ça est très techno, mais est à bout de souffle. Que ce dont on a besoin, c'est une véritable loi de programmation en santé qui permet aux parlementaires et donc à la représentation nationale de fixer les orientations et les priorités des politiques de santé de manière pluriannuelle et de confier, parce qu'il y a une agilité et une opérationnalité peut-être plus grande, à l'exécutif, mais de remettre les choses dans l'ordre. La représentation nationale fixe des priorités de politique de santé, fait vivre le débat démocratique et la démocratie sanitaire en étant eux-mêmes impliqués. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, il y a beaucoup de coproduction et de concertation dans l'élaboration de ces stratégies, mais paradoxalement, il manque les élus dans celle-ci. Et donc c'est ça qu'on appelle de nos voeux plutôt des lois de programmation en santé qui auraient aussi la vertu de partir des besoins. Parce que le drame des PLFSS, c'est que c'est un outil de pilotage, de maîtrise de la dépense de santé, c'est un outil comptable et budgétaire qui ne peut pas remplir les objectifs d'une vision panoramique sur les enjeux de santé. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Le parlementaire est donc un peu démuni. Après, en plus, vous prenez un parlementaire de l'opposition. Bon, donc, il est de fait moins en contact avec les ministres et le pilotage politique
de ces stratégies. On pourrait espérer en effet que là, il y ait des dimensions transpartisanes qui soient plus efficaces. Il s'avère que je suis beaucoup impliqué dans le fonctionnement de la commission des affaires sociales, donc on arrive quand même à avoir des passerelles. Et moi, nonobstant entre la feuille de route, aujourd'hui la stratégie, le décalage temporel, mais il n'est pas propre à votre stratégie. Joël le sait, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de nutrition. Il y avait un programme national nutrition santé qui arrivait à terme et qui devait être remplacé par, c'est un acronyme terrible, la SNAC, la stratégie nationale alimentation, climat, voilà. Bon, ça a pris presque 2 ans de retard par rapport au calendrier initial. Donc, moi je ne jette pas la pierre à ceux qui sont très sollicités pour produire. Je viens moi-même de ce ministère, donc j'ai beaucoup d'affection pour tous ceux qui le font vivre. Mais il y a quand même parfois le sentiment d'un refus d'obstacle. Et on revient au point que j'évoquais précédemment, parce que quand on a cette vision panoramique, à un moment donné, ça s'inscrit dans un calendrier et ça s'inscrit dans les enjeux de financement, évidemment. Et comme disait Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne. Et quand il y a des besoins qui vont croissant, quand il y a des enjeux qui sont identifiés, ben, il y a la nécessité d'y ajouter des moyens. La troisième et dernière remarque que je veux faire, en attendant la stratégie nationale maladie neurodégénérative, c'est que ça ne peut pas être un objet qui puisse être pensé indépendamment de l'environnement dans lequel il évolue. Et c'est là qu'on a une plus grande difficulté. Je vous ai parlé du besoin du cadre global sur la loi santé, mais ce à quoi vous êtes confrontés, comme bénévole, comme famille, comme proche, comme professionnel, c'est la manière dont ça s'inscrit dans les politiques sanitaires et dans les politiques médico-sociales. La meilleure stratégie nationale maladie neurodégénérative, elle ne peut pas faire grand-chose si on continue à avoir des déserts médicaux et de l'accès aux soins qui est problématique en population générale et qui est amplifié pour les familles confrontées aux maladies neurodégénératives. La meilleure stratégie nationale maladie neurodégénérative, elle ne peut pas se déployer si, dans le même temps, on a 85% des EHPAD de France qui sont en crise budgétaire, financière, et que donc on peut leur confier de nouvelles missions, développer de nouveaux outils, etc. Ils sont la tête sur le guidon, ils ont une trésorerie à 2 mois pour certains d'entre eux, et on n'a toujours pas de changement de braquet. Au-delà des seuls EHPAD, on pourrait parler aussi des difficultés des services à domicile, du caractère archaïque de l'organisation de ceux-ci, d'une tarification moyenâgeuse. Bref, vous voyez où je veux en venir pour ceux qui me connaissent sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la question du changement de braquet dans l'accompagnement de la perte d'autonomie et donc de la fameuse loi grand âge. Ce n'est pas une loi pour faire une loi, mais c'est pour avoir une vision panoramique qui permette d'avoir des outils qui sont disponibles et financés pour pouvoir permettre le déploiement de la stratégie nationale maladie neurodégénérative. Et sur les 2 ou 3 sujets que je viens de vous mentionner, et vous en avez parlé plus tôt dans la journée, on ne peut pas avoir la meilleure stratégie nationale maladie neurodégénérative si, je crois que vous avez parlé plus tôt dans la journée de l'accueil aux urgences, si on a un hôpital à l'os et des prises en charge aux urgences qui sont... Et sur tous ces sujets que je viens de mentionner, c'est en population générale, en tous les cas pour ceux qui sont amenés, avec un effet amplificateur pour les problématiques que vos proches ou les personnes que vous accompagnez peuvent être amenés à présenter. Hôpital, EHPAD, politique de santé appréhendée de manière globale, déserts médicaux, ça c'est le fond de sauce, pardonnez-moi l'expression, dans lequel devra se déployer tout ça. Et donc du coup, voilà, moi je vais livrer une anecdote. Le PLFSS de cette année, qui n'existe plus donc, et qui a été... je fais une parenthèse, c'est quand même assez cocasse, parce que c'est donc sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale que pour la première fois depuis 1962, un gouvernement est tombé. Ce qui est assez paradoxal, qui est doublement paradoxal, parce que dans la tête de beaucoup de gens, le social, c'est pas du régalien. C'est du supplément d'âme. Le régalien, c'est la défense, la justice, la police, c'est important pour faire tenir un État. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le social, c'est du régalien, que le sanitaire, c'est du régalien, et que c'est aussi indispensable à la cohésion sociale. Et c'est peut-être
faute de pas en avoir pris la mesure, qu'on est tombé sur que le gouvernement est tombé sur un PLFSS. Donc ce fameux PLFSS, quand il nous est arrivé, dans l'ensemble des documents, c'est normal, et dans le fameux dossier de presse, qui est vraiment l'exposé des motifs très long, hein, c'est plus qu'un dossier de presse, c'est ça qui présente les premières indications. Quand il nous est remis le 10 octobre, on regarde des sujets qui transpirent, etc. Et avant de venir, je l'ai revérifié en le passant au crible de mon Adobe la Rider. Il n'y a pas une seule fois le mot Alzheimer, il n'y a pas une seule fois le mot maladie neurodégénérative. Il y a celles qui sont dans l'agenda politique du moment, et tant mieux. Moi, je suis content que le Premier ministre, il ait dit la santé mentale va être une priorité de politique pour la nation. Il a raison, il y a des enjeux de santé mentale qui nécessitent. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se retrouver à voter un PLFSS qui ne nous dit pas un mot. Alors, et pour cause, la stratégie n'est pas encore là, mais pour autant, il y a des besoins aujourd'hui. Il y a des évolutions supplémentaires qui sont à financer. Donc voilà, j'ai comme souvent l'optimisme de la volonté en me disant il y a un travail important qui est fait, auquel vous participez, qui alimente, qui est une force de vérin hydraulique qui pousse pour que le sujet remonte en haut de la pile. J'ai l'optimisme de la volonté et j'ai souvent le pessimisme de la raison, pour reprendre une formule célèbre de Gramsci. Qui invite à ce qu'il y ait une coalition, une sainte alliance, si j'ose dire, entre les parlementaires qui ont envie de s'impliquer de ces sujets, la société mobilisée que vous représentez, et puis l'État auquel il faut encore et toujours avoir confiance, évidemment, en ayant conscience qu'il fonctionne, et c'est le propre de la politique, sous le coup du rapport de force. Voilà. Et là, le rapport de force, il est démographique, il est épidémiologique, et il est d'abord avant tout humain, et c'est celui que vous portez. Je vous remercie. Merci à vous. Eh bien, je propose de vous donner la parole si vous avez des questions, Président. Donc, si on peut avoir le micro au premier rang, s'il vous plaît. On vous écoute. Non, je pense que le monsieur... Voilà. Merci. Oui, il s'est dit beaucoup de choses. Pendant un moment, Madame Soto, vous avez fait allusion à quelque chose dont nous sommes nostalgiques. Vous avez parlé de beaucoup de mesures qui viennent d'un plan qui s'appelait le plan Sarko, sans faire de politique politicienne, 2008-2012. Vous avez parlé des ESA, des PASA. Pourquoi on est nostalgique de ce plan? Parce qu'il avait 3 qualités. La première, il était fléché Alzheimer. La deuxième, il était ambitieux. Et la troisième, il était financé. On nous a proposé, après des changements dont on a subi les changements politiques, et on nous a proposé effectivement un plan des maladies neurodégénératives. Sur 5 ans, en fait c'était 3 ans, il a démarré avec 2 ans de retard. Beaucoup moins ambitieux et pas financé. Et je dirais même plus qu'il a fait apparaître nos différences. Et vous avez surtout maintenant employé un mot sur lequel j'ai percuté de suite. Je pense que je vais résumer un petit peu la stratégie de France Alzheimer. Et on ne veut plus de feuille de route. C'est quoi une feuille de route? C'est quoi l'ambition d'une feuille de route par rapport aux défis qu'attend la société française par rapport à tout le monde est d'accord, ça va exploser le nombre de malades. On nous propose une feuille de route. La volonté je pense résumer la politique de France Alzheimer. Nous, ce qu'on veut, c'est un plan, bon, même s'il est neurodégénératif, au pire, mais qu'est-ce que ce serait mieux si c'était un vrai plan Alzheimer? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'a même pas parlé beaucoup aujourd'hui. Il y a quelque chose de très inquiétant, c'est l'émergence de plus en plus préoccupante des malades jeunes. On associe toujours la maladie au vieillissement, mais attendez, il n'y a pas que le vieillissement, il y a des défis et qui sont multipliés socialement. Ça crée beaucoup de dégâts collatéraux. Et là, il faudra se donner les moyens. Et s'il vous plaît, pas de feuille de route, s'il vous plaît.
Maria, vous avez le micro juste là. Moi, j'ai le même souhait que vous. Le même souhait que vous. Eh ben. Mais c'est pas moi qui ai le financement. On a beaucoup des idées, hein. Benjamin Voisin. Oui, non, bah, je vais dire aussi qu'on a un souhait qui est celui-ci aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jérôme Guedj sur la nécessité d'avoir une vision globale, structurée, planificatrice. Et après, c'est bien ce qu'on a essayé de faire. Alors, on a essayé d'utiliser, donc vous avez vu, effectivement, la feuille de route est un peu de sinistre mémoire. 2 ans, pas très longue, pas très détaillée. On en est bien conscient et on souhaite pas. On souhaite que ce soit autre chose et que l'on passe à un niveau plus stratégique. C'est bien ça qu'on a en tête. Deuxième chose qu'on veut faire, c'est regarder les choses globalement dans toutes ces dimensions. Donc, effectivement, on est sur un substrat qui est celui de l'organisation des soins tel qu'il existe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le renforcer au profit des malades et au profit des familles, en tenant compte de ces aspects-là, mais en renforçant là où c'est nécessaire sur des points de parcours, parce qu'on sait aussi que ce sont des parcours longs, hein, une douzaine d'années avec la maladie, avec des aidants qui sont qui aussi peuvent vieillir à côté de leurs proches, qui ont aussi des épisodes, qui ont aussi des besoins, qui ont besoin de répit, qui seront moins nombreux demain, on le sait aussi, démographiquement parlant. C'est bien cette approche concrète qu'on souhaite déployer. Et le concret, ça implique quand même le financier aussi, c'est-à-dire que voilà, on peut pas faire abstraction de la contrainte financière qui existe aujourd'hui. De ce point de vue-là, je veux juste dire quand même une chose, c'est qu'effectivement, à grandeur et misère du PLFSS, mais le PLFSS, quand on fait alors ça s'appelle l'objectif de dépenses pour les personnes âgées, mais aujourd'hui, quand on regarde la composition de cet OGD, c'est quand même essentiellement, pour les personnes âgées, c'est quand même essentiellement pour des personnes qui ont des besoins liés à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, c'est pas, quand on fait un OGD à quelques pourcents, même si c'est jamais suffisant, il y en a quand même une partie qui va pour l'accroissement de solutions pour les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Peut-être pas tout, il y a aussi des personnes qui ont d'autres types de maladies et qui aboutissent à des situations de dépendance. Mais quand on renforce la médicalisation en EHPAD, quand on crée des centres de ressources territoriaux, quand on crée des places de SIAD, quand on fait une stratégie aidant, évidemment qu'on a en tête, même si ce n'est pas cité, on peut le regretter dans le dossier de presse, que ce ne soit pas cité explicitement la maladie d'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que la maladie d'Alzheimer n'est pas partout, en fait, dans le dispositif. Ce n'est pas une réponse qui est complètement satisfaisante, et j'entends, et c'est normal que vous revendiquiez un plan spécifique, parce que cette maladie est spécifique, elle est très longue, elle fait très peur, elle va avoir un impact systémique sur elle nous invite à réfléchir à plein de choses, sur la place des malades dans la ville, la place des malades dans la cité, la façon dont on accompagne les aidants dans la durée, etc. C'est des choses extrêmement importantes. Les perspectives thérapeutiques sont aussi beaucoup perturbées. Vous nous engagez à changer beaucoup de choses sur la précocité du diagnostic, etc. C'est les chaînes d'organisation qu'il va falloir penser. Ça va impacter, on le sait. Mais soyez... Alors, je ne peux pas vous dire d'être rassuré, parce que je pense que c'est jamais une bonne façon d'aborder les choses. En général, les gens sont plus angoissés quand on leur dit « soyez rassurés ». Mais il faut que vous voyez, en tout cas, que le PLFSS c'est pas parce qu'il ne cite pas le mot maladie d'Alzheimer que ce n'est pas un PLFSS qui accompagne la prise en charge de cette maladie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on vous écoute. Bonjour à tous, Loris Frabel, du coup je suis fondateur de la startup We Challenge qui développe un aidant numérique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées, ainsi que pour leurs aidants. Une petite question par rapport à cette stratégie nationale, est-ce qu'il y a aujourd'hui, et si oui, quelle est la place des outils numériques aujourd'hui dans cette stratégie nationale? D'autant plus qu'on a, comme l'a dit monsieur le président de France Alzheimer, des malades de plus en plus jeunes. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu la place des outils numériques dans tout ça. Merci. Merci à vous. Monsieur Voisin.
Effectivement, alors c'est une bonne question. C'est pas forcément le sujet qu'on a le plus mis en avant. Maintenant, ça fait partie de la révolution globale de nos systèmes de prise en charge. On suit évidemment avec beaucoup d'attention toutes les expérimentations autour notamment de l'article 51. Vous savez, c'est l'article 51 de la LFSS pour 2018, je crois, et qui permet de créer des dérogations pour faire intervenir l'assurance maladie dans le financement d'un certain nombre de choses un peu différentes, du financement au parcours ou du financement accordé à des solutions mixtes qui mêlent souvent des organisations nouvelles qui sont étayées par des outils numériques. Et ça, c'est des choses importantes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis justement les précédents plans, on a fait d'immenses progrès dans ce qu'on appelle l'urbanisation du système de santé en termes technologiques, en termes de système d'information, l'urbanisation des systèmes d'information, et que, en fait, on est très engagé dans ces logiques-là, avec Mon Espace Santé, avec le dossier usager informatisé dans tous les établissements sanitaires et médico-sociaux, sociaux et médico-sociaux de notre champ, et qui permettent justement d'envisager des développements très importants en termes de récupération de la donnée, de façon à faciliter la conduite du parcours. En gros, et je pense que c'est très important pour vous en tant qu'aidant, c'est comment ces outils numériques peuvent vous permettre concrètement de ne pas avoir à répéter 43 fois la même chose aux intervenants qui vous accompagnent. Que vous soyez un tout petit peu déchargé, vous ne serez vraisemblablement jamais complètement déchargé, mais déchargé en partie d'un certain nombre de tâches de répétition ou de consolidation ou de veiller à ce que l'information circule entre les différents intervenants autour de votre proche. Ça, les outils numériques le permettent, ces outils de parcours. Ils ne sont pas encore suffisamment appropriés, indubitablement. Mais en tout cas, on commence à avoir les briques intellectuelles et technologiques qui permettent d'avancer dans ce champ-là. Après, il y a d'autres choses autour des dispositifs médicaux, je ne connais pas votre entreprise, qui peuvent être imaginées, notamment autour de la surveillance, de la télésurveillance, autour éventuellement de la robotique, de robots qui peuvent accompagner. Sujets qu'on n'a pas trop abordés ici, mais qui rentreront vraisemblablement dans les sujets de recherche qui seront engagés dans le cadre de la stratégie, parce qu'il s'agit là encore à chaque fois de valider. On a dit, Soto l'a dit, aujourd'hui on commence à avoir suffisamment de preuves pour valider un certain nombre d'interventions non médicamenteuses. Demain, s'il y a des interventions autres avec d'autres types de dispositifs, il faudra les étudier, les évaluer pour envisager un soutien par la puissance publique. Maria, non ? Sur les INM. Pour compléter, dans la mesure des INM, on a, mis à part la musicothérapie, l'art-thérapie, etc., on a ajouté aussi le numérique. Donc il y aura peut-être une place aussi à prouver, à valoriser ce type d'INM. Merci. Est-ce qu'il y a une... Oui. Coucou. Coucou. François Lemestre, donc je viens de la Guadeloupe. Je vous ai entendu parler de deux choses, Madame Soto. Vous avez parlé de la grille Agir et vous avez parlé du transport. Pour nous, la grille Agir n'est pas du tout adaptée à la maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une réévaluation de cette grille Agir par rapport à cette pathologie? Ou est-ce... Oui. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir une modification de cette grille Agir? Et la deuxième question, c'était les transports. Chez nous, en Guadeloupe, par exemple, les transports en commun, il n'y en a quasiment pas. Il y a des accueils de jour qui ont été créés. À l'époque, ces accueils de jour étaient financés, le transport était financé par la sécurité sociale. Aujourd'hui, la sécurité sociale ne finance plus le transport. Ce qui fait que les accueils de jour, nos malades ne peuvent plus aller en accueil de jour. Et on a des accueils de jour qui sont en train de mourir en ce moment parce que faute justement de personnes qui viennent en accueil de jour. Donc, est-ce qu'il va y avoir un financement? Parce qu'il faut comprendre que les accueils de jour, c'est quand même quelque chose de génial pour nous, c'est-à-dire que c'est quand même du répit pour les dents, d'accord? Et c'est en même temps de la stimulation cognitive pour le malade d'Alzheimer. Donc c'est deux choses qui font partie de la lutte de France Alzheimer. Merci. Merci à vous. Je vais passer la parole à M. Voisin, mais pour vous dire que la mission des personnalités qualifiées, c'est de faire remonter
à nos tutelles donc les difficultés de nos patients, de nos familles et de nos collègues professionnels. Donc effectivement, ce que nous on avait dit, c'est l'Agir n'est pas du tout adapté à cette maladie, et deux, il faut faire quelque chose pour les transports. Maintenant, je passe la parole à monsieur Voisin. Un peu plus de détails. Pour le coup, c'est pas très facile. Donc, effectivement, on est tous conscients, c'est un constat qui est pas porté depuis très longtemps, hein, sur le fait des insuffisances de la grille Agir, sur ce type de maladie. Alors, c'est un sujet très compliqué en réalité, parce que c'est un sujet qui engage beaucoup d'argent et qui engage aussi l'argent des départements, puisque aujourd'hui, c'est essentiellement les dépenses de dépendance qui sont tributaires des évaluations Agir, que ce soit d'ailleurs en établissement ou au domicile. Nous, il nous paraît important qu'on puisse... Alors, je vais être prudent, hein, et je pense que ce sera comme ça que ça sera rédigé. Je ne vais pas vous dire qu'on va... je n'ai pas à vous dire que dans la stratégie, on pourra écrire en 2026, il y aura une nouvelle grille Agir. Je pense qu'on va essayer de lancer des travaux, on va essayer d'obtenir l'arbitrage pour lancer des travaux qui permettront de réévaluer. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ce sera une refonte? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera des ajouts, des modifications plus marginales pour éviter de tout bousculer? Encore une fois, là, on touche à des choses très massives, hein, qui sont compliquées, donc il va falloir chiffrer régulièrement, etc. Mais en tout cas, le besoin est bien entendu et bien enregistré, en tout cas dans la version que nous avons aujourd'hui de la stratégie, qui est, encore une fois, plus technique que politique, hein. Pour ce qui concerne l'accueil de jour, c'est vraiment un sujet qu'on souhaite vraiment porter. Voilà, clairement, la stratégie de demain est aussi une stratégie, la raison pour laquelle on a insisté sur la qualité de vie, hein, j'ai insisté sur mon dernier principe, j'aurais pu dire qualité de vie au domicile. Alors, parce que l'accroissement du nombre de malades va s'accompagner d'un accroissement de la prise en charge au domicile. On le sait, c'est déjà prévisible, puisqu'on sait à peu près le nombre de places d'EHPAD qui pourront être sorties de terre en 2030. Donc on voit déjà que la part des patients qui seront au domicile va s'accroître. Ça, c'est un changement très, très important, c'est un porteur de risque, et donc il faut qu'on puisse l'accompagner. C'est tous les sujets de répit que vous avez abordés longuement aujourd'hui. Et l'accueil de jour est évidemment une pièce maîtresse dans cet aspect-là, qui permet quand même d'avoir d'une certaine façon une forme de mutualisation. Hein, c'est important qu'on puisse partager les coûts. C'est important quand même dans la soutenabilité de notre système, et d'atteindre des objectifs à la fois, comme vous l'avez dit très justement, monsieur, de répit pour les dents et de stimulation, enfin de prise en charge de qualité pour les personnes. Comment est-ce qu'on va le déployer? Comment est-ce qu'on peut le déployer? Comment est-ce qu'il faut imaginer le déployer? C'est des choses qu'il va falloir qu'on retravaille, sans doute peut-être en essayant de trouver des façons de sortir l'accueil de jour de ce qu'il est aujourd'hui souvent, c'est-à-dire souvent, en tout cas assez souvent, encore fréquemment, dire adossé à un EHPAD. Ce qui pose des problèmes d'image, hein, d'attractivité, ce qui pose des problèmes, enfin plein de problèmes, parfois d'éloignement d'ailleurs. Et donc il faut qu'on arrive à imaginer, et je pense que ça va faire partie des grands chantiers de ces prochaines années, savoir comment est-ce qu'on arrive à diffuser davantage ce modèle, peut-être sur des groupes plus petits, peut-être en travaillant davantage avec les collectivités locales, etc. Voilà. Si on prend conscience collectivement que les malades d'Alzheimer sont là, seront dans les villages, seront dans les villes, seront dans les quartiers, il y a moyen, sans doute, d'imaginer d'autres façons de prendre en charge dans le diffus, pas avec moins de qualité, mais avec des professionnels qui se déplacent, peut-être un petit peu moins que les personnes. Ça, c'est, voilà, peut-être essayons de retourner la logique, parce que la problématique des transports, elle va vraisemblablement rester longtemps. C'est une problématique qui est compliquée, une problématique d'organisation qui est lourde et très coûteuse. Et si on peut-être de retourner la façon dont on raisonne sur ces questions-là, c'est un gros chantier, hein, mais qui est complètement cohérent avec la transformation sociétale du vieillissement. Merci.
Oui, Jérôme Guedj. Juste, c'est l'illustration. Tant mieux si la SNMD préconise une révision de la grille Agir, mais le support, c'est quand même de l'appréhender de manière holistique, de manière panoramique, parce qu'il n'y a pas que pour les malades d'Alzheimer que la grille Agir pose problème. Elle pose problème intrinsèquement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule grille Agir, c'est l'ensemble de la politique d'accompagnement de la perte d'autonomie, d'évaluation de celle-ci. J'ai été président d'un département, mais je serai le dernier à défendre aujourd'hui les disparités territoriales absolument injustifiées et insupportables d'un département à l'autre dans l'accompagnement de la perte d'autonomie. Je suis un républicain universaliste, un peu jacobin, qui considère que sur des allocations individuelles de solidarité comme les LAPA, il ne peut pas y avoir des disparités qui ont été très bien documentées par le Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge, d'un département à l'autre, avec des pratiques et des modalités d'évaluation et d'allocation de la ressource qui sont inentendables de frontières d'un département à l'autre. Enfin, on n'est pas un État fédéral, voilà. Et donc il n'y a pas de justification. Donc tout ça, c'est un argument qui plaide encore un peu plus pour, je réinsiste, une loi de programmation sur le grand âge qui appréhende l'ensemble de ces sujets, qui refonde ce qu'est l'APA, et là aussi le Haut Conseil de l'enfance, la famille et de l'âge a fait des propositions qui sont intéressantes, et qui, et plus largement, questionne l'ensemble de ces dispositifs, et, parce qu'on y revient toujours, les modalités de le financer. Voilà. Parce que Joël évoquait la nécessité de financer une stratégie, et moi je le dis ici, vous le répéterez à l'extérieur, je suis aussi nostalgique de ce qu'a pu représenter un volontarisme politique porté à l'échelle présidentielle, comme l'avait fait le président Sarkozy, dans le changement de braquet, incontestablement. Après, quand on est plus en routine, il y a quelque chose d'un peu frustrant. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on a besoin de ce changement de braquet sur l'ensemble des enjeux relatifs au vieillissement en général, et plus largement à l'ensemble des vulnérabilités, et que ça ne nous fera pas échapper. Pardon, vous me voyez un petit peu textoté, parce que je suis un peu à distance avec la négociation, les concertations qui ont lieu en ce moment avec le président de la République, et on me consulte sur quelques-uns des points qui sont évoqués, et il y a notamment un qui va être celui du financement de notre modèle social. Évidemment, et on a tous des choix à faire sur celui-ci. Et je le redis, c'est que les choses se soient fracassées sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale et donc de notre modèle social est assez révélateur. À un moment il va bien falloir faire ses choix pour financer cette stratégie et plus largement l'ensemble des sujets qu'on évoque, dont la loi grand âge. Et ça mérite un vrai débat dans le pays qui ne peut pas se réduire à il ne faut pas toucher au coût du travail d'un côté ou il faut exploser les dépenses de l'autre. Je pense qu'on a une voie intelligente à construire qui est celle du compromis qu'on appelle de nos voeux en ce moment. Merci beaucoup. Alors, on arrive vraiment au terme de notre table ronde, mais président, bien sûr, 30 secondes. J'aimerais avoir 30 secondes après aussi, parce que j'ai le micro depuis un petit moment. Alors, allez-y, vraiment rapidement, s'il vous plaît. Bon, merci. Écoutez, moi, je voulais vous dire que j'étais un petit peu déçue par cette stratégie, parce que n'ai entendu parler que de choses qui existent déjà. Les accueils de jour, les PASA, tout ça, ça existe déjà. On a entendu tout à l'heure, on nous a présenté le dispositif du baluchonnage. Est-ce que ce dispositif est prévu pour être dans cette stratégie et être financé beaucoup mieux, parce qu'on a entendu les coûts qui sont quand même pas supportables du tout par les familles. On parlait des malades jeunes. Les malades jeunes, on n'a pas grand-chose à leur proposer. Est-ce que les accueils de jour, tout ce qui existe actuellement, ce n'est pas adapté aux malades jeunes? Et aussi, pour les personnes handicapées, elles vivent de plus en plus longtemps, notamment atteintes d'un handicap mental, elles vivent de plus en plus longtemps. Elles sont maintenant touchées par les maladies neurodégénératives, notamment par la maladie d'Alzheimer. Il n'y a rien d'adapté pour elles non plus. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans cette stratégie? Merci. La question est extrêmement importante. Je vous demanderai une réponse courte à l'un ou à l'autre. Très courte. Il y a un choix. Il n'y a rien de nouveau. Alors, ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que c'est grave? Franchement, quand on regarde, parce qu'on peut réinventer, et moi je fais partie des personnes qui considèrent que l'ajout de dispositifs, parfois pour 1000 personnes, 2000 personnes, alors c'est nouveau, ça permet de faire une ligne dans un dossier de presse, c'est super, c'est très avantageux.
mais est-ce que ça change des choses? Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait qu'on pouvait s'appuyer sur ce qui existait, et fondamentalement, est-ce qu'on a vraiment une meilleure idée que l'accueil de jour? Est-ce qu'on a une meilleure idée que le relayage? Oui, ce sera dans la stratégie. Est-ce qu'on a une meilleure idée que de l'aide à domicile formée? Non, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'accompagner cette transition démographique et épidémiologique très importante en montant en compétences, en montant en charge ces dispositifs qui existent. Créer des dispositifs les uns à côté des autres, au point que plus personne, après le prochain rapport ira nous dire « on n'y comprend plus rien, vous avez créé encore 53 trucs ». C'est une question très fondamentale qu'on s'est posée, c'est pas du tout... donc nous, on défend plutôt l'idée que le modèle est globalement bien pensé, parce qu'il y a eu des bons plans précédemment, il n'y a pas de raison de penser qu'ils étaient mauvais, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ces plans soient en mesure d'être suffisamment résilients pour faire face au choc démographique qui s'annonce. Merci beaucoup, Président. Très rapidement, c'est pour rebondir sur l'agri-agir. C'est une suggestion, Monsieur Voisin. Ceux qui me connaissent mes petites phrases. Le moment est venu que l'expertise doit tenir compte de l'expérience. Vous êtes des experts, nous sommes l'expérience. Tenez compte de notre avis d'expérience. Vous allez voir qu'on a des suggestions à vous faire sur l'agri-agir. Et ben voilà, ce sera le mot de conclusion. Mais merci beaucoup à tous les trois. Merci Monsieur Voisin. Merci beaucoup Professeur Soto. Merci beaucoup Jérôme Guedj pour tous ces éclairages.